Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je reçois le docteur Sarah Meyran. Sarah est médecin fonctionnel et elle a développé cette capacité d'aider ses patients à développer des capacités de résilience pour s'adapter le mieux possible à leur environnement, parfois compliqué. Bonjour Sarah, merci de nous retrouver pour ce deuxième podcast. Bonjour Anne-Catherine, merci de m'avoir réinvitée. On a parlé de détoxification dans un premier podcast et aujourd'hui on va faire un focus beaucoup plus précis sur une problématique d'actualité dont on parle beaucoup, les perturbateurs endocriniens. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous redéfinir précisément ce que sont les perturbateurs endocriniens ? Oui, bien sûr. Alors en fait, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques. Elles peuvent être naturelles ou synthétiques, d'accord ? C'est pas forcément que des substances extérieures ou que l'homme a produit. On peut avoir des perturbateurs endocriniens naturels. Bien sûr, ceux qui nous embêtent le plus, ce sont les synthétiques. Que font ces perturbateurs endocriniens ? En fait, ils modulent notre système hormonal. Donc, ils peuvent soit imiter, bloquer, ou perturber la production, le transport et l'élimination de nos hormones. Ce qui les rend particulièrement redoutables. Aujourd'hui, l'OMS, l'ANSES, plein de revues scientifiques majeures comme Nature, Cell, The Lancet, le British Medical Journal et beaucoup d'autres ont documenté des milliers d'effets de ces perturbateurs endocriniens. Pour vous donner une idée, une simple recherche que j'ai faite hier sur PubMed, j'ai tapé Endocrine Disruptors, super l'accent, et j'ai eu 28 476 articles. Et il y a un rebond dans les publications, surtout depuis 2019. Petit rappel historique, l'alerte sur les perturbateurs endocriniens, c'est pas si vieux, ça remonte aux années 1950 avec Rachel Carson, une biologiste qui a écrit un livre The Silent Spring et qui dénonce l'impact du DDT sur la faune. Et depuis, les preuves scientifiques n'ont cessé de s'accumuler et de se multiplier sur l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur notre environnement et sur notre santé à nous aussi. Est-ce qu'on connaît un petit peu mieux aujourd'hui, Sarah, les principales cibles des perturbateurs endocriniens sur notre organisme ? Quelles sont les fonctions qui vont être les plus altérées par les perturbateurs endocriniens ? Alors les perturbateurs endocriniens, ils agissent à plein d'endroits différents, donc sur notre cerveau, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, sur la thyroïde, nos ovaires, les testicules, le pancréas, la moelle osseuse, mais aussi au niveau du foie, du rein, du placenta et de la peau. Donc on les trouve un peu partout, dans l'alimentation, avec les pesticides, les plastifiants, le bisphénol A par exemple, les cosmétiques, les parabènes, certains filtres UV, dans les textiles, dans les produits ménagers, les pesticides, les désherbants, et on en trouve beaucoup aussi dans l'air qu'on respire, à l'intérieur de nos maisons, puisque finalement on se rend compte qu'une grande source de perturbateurs endocriniens, c'est l'air intérieur. On voit donc qu'ils sont omniprésents dans notre quotidien, ces perturbateurs endocriniens, et qu'ils agissent sur des cibles très très variées. Quelles vont être concrètement les conséquences sur notre métabolisme et sur notre physiologie ? Alors, on leur attribue et puis on suspecte un certain nombre de rôles, d'impact, de conséquences de ces perturbateurs endocriniens aujourd'hui.
avec l'explosion de l'infertilité, des pubertés précoces, du développement de l'endométriose, de l'explosion des cancers hormonodépendants, sein, prostate, de l'obésité, du diabète, en fait de toutes les maladies dites de civilisation, mais également sur les troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, avec l'explosion du nombre de cas d'autisme, sur un certain nombre de maladies thyroïdiennes. La thyroïde est particulièrement sensible aux perturbateurs endocriniens, et également sur un certain nombre de maladies auto-immunes. En fait, la période périnatale est particulièrement critique. C'est là où en fait notre organisme est le plus vulnérable aux perturbateurs endocriniens. Donc même à des très faibles doses, pendant la grossesse ou la petite enfance, ça peut entraîner des perturbations qui vont être durables ou parfois même à vie. Et ce qui est particulièrement vicieux et troublant, c'est que par exemple votre fœtus est exposé in utero à un perturbateur endocrinien. C'est pas forcément lui qui va exprimer l'impact de ce perturbateur endocrinien, mais ses descendants qui peuvent en souffrir. Donc même sans avoir été eux-mêmes exposés. Donc c'est là tout le caractère insidieux et vicieux de ces perturbateurs endocriniens, parce qu'ils laissent une empreinte biologique silencieuse qui est capable de se transmettre aux générations futures et sur plusieurs générations. Donc je vais vous donner un exemple concret. Donc d'abord expérimental, donc l'impact transgénérationnel des perturbateurs endocriniens, donc d'abord sur une expérimentation animale, où on a montré que l'exposition in utero au bisphénol A ou au phtalate entraîne chez la souris exposée des effets négatifs pour elle-même, mais également sur ses descendants avec des troubles tels que l'obésité, la stérilité, une stéatose hépatique, et ça jusqu'à 3 générations derrière. Et puis chez les humains, on a une histoire qui est malheureusement tristement célèbre, c'est l'histoire, le scandale du Distilbène, où finalement ce médicament a été prescrit aux femmes enceintes entre les années 1950 et 1970, et ça a provoqué des malformations et des troubles de fertilité et des cancers, notamment chez les filles et également des problèmes chez les garçons, exposés in utero, mais aussi chez leurs propres enfants et les petits-enfants, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été exposés au Distilbène. Donc l'autre notion à prendre en compte aussi chez ces perturbateurs endocriniens, c'est leur persistance. Leur persistance, ça représente un véritable défi majeur, parce qu'un certain nombre de perturbateurs endocriniens, comme le PCB ou les PFAS, qui sont surnommés des produits chimiques éternels, en fait, se dégradent extrêmement lentement. Donc ils peuvent rester dans notre environnement, non pas seulement pendant quelques années, mais aussi plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'années, selon le milieu où ils ont été déposés. Et ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est qu'ils sont difficiles à évaluer, parce que leur dispersion est diffuse, ils s'accumulent dans les sols, dans les eaux, les chaînes alimentaires, et échappent souvent au fait aux mesures standards, ce qui va rendre leur impact environnemental et sanitaire en fait particulièrement difficile à mesurer. Donc par exemple, l'interdiction des PCB du coup ne supprime pas du tout leur impact en raison de leur extrême persistance. Ils restent détectables et bioactifs dans l'environnement pendant encore des centaines voire des milliers d'années. Donc en fait, interdire un perturbateur endocrinien, c'est pas du tout s'affranchir de son effet négatif. Ensuite, autre point très important, c'est l'effet cocktail. En fait, on n'est que très rarement exposé à un seul perturbateur endocrinien. Souvent, c'est des mélanges ou des complexes de molécules chimiques. Et du coup, quand on dose une toxicité, ou quand on évalue une toxicité ou la dose toxique, on n'évalue qu'une seule molécule à la fois. Et on évalue rarement l'effet cocktail, parce que souvent, les substances chimiques, leur effet négatif peut soit s'additionner, voire même se potentialiser. Donc du coup, ça rend aussi une évaluation extrêmement complexe de l'impact de ces perturbateurs sur notre santé et également sur la mise en place d'une réglementation pour nous protéger de l'impact négatif de ces perturbateurs endocriniens et évaluer vraiment concrètement leurs dangers et éventuellement mettre en place des normes ou des restrictions adaptées. Et troisième élément à prendre en compte, en fait, c'est leur accumulation dans les graisses. La plupart des perturbateurs endocriniens sont lipophiles,
c'est-à-dire solubles dans nos graisses, et donc ils vont s'accumuler dans notre tissu adipeux, mais également dans le tissu adipeux des animaux qu'on mange. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on consomme de la viande, du poisson, et des produits laitiers, et du coup, ce sont des sources très importantes de perturbateurs endocriniens. C'est un tableau assez sombre. Pourtant, on peut rester optimiste. Il existe des solutions qui vont nous permettre, dans une certaine mesure, de limiter notre exposition ou de favoriser l'élimination des perturbateurs endocriniens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Sarah ? Alors oui, il y a toujours des solutions. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tout d'abord, limiter l'exposition. Donc manger bio, réduire les plastiques, éviter de chauffer au micro-ondes dans un bol en plastique, choisir des cosmétiques plus sûrs, aérer régulièrement, filtrer l'air, filtrer l'eau, installer des plantes dépolluantes. On a un certain nombre de plantes qui peuvent être hyper intéressantes parce qu'elles dépolluent notre environnement, comme la fougère de Boston. Et puis, il faut renforcer nos barrières, limiter l'entrée des perturbateurs endocriniens. Donc, renforcer nos barrières et notre microbiote. Donc, la barrière intestinale, qui est une frontière importante entre nous et notre environnement, elle est la cible des perturbateurs endocriniens qui peuvent vraiment agresser cette barrière intestinale, mais en l'optimisant avec, par exemple, de la glutamine, en l'optimisant avec de la quercétine, en optimisant le taux optimal de zinc, on peut renforcer notre barrière intestinale, ce qui va nous permettre, grâce à ces nutriments, d'optimiser notamment nos complexes jonctionnels serrés, en travaillant sur la claudine et l'occludine et la claudine, pardon. Et la glutamine va permettre de donner le substrat énergétique à nos entérocytes pour assurer une bonne étanchéité. Mais il faudra également s'occuper de notre microbiote, parce que notre microbiote nous protège également des perturbateurs endocriniens. Ils vont assurer une fonction de barrière, mais également certaines bactéries ont des capacités d'élimination des perturbateurs endocriniens. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les perturbateurs endocriniens altèrent la barrière intestinale, altèrent le microbiote. Donc, justement, prise en charge de l'environnement, toujours s'assurer de la santé de notre microbiote, s'assurer des nutriments nécessaires pour optimiser notre fonction. Un petit exemple, les perturbateurs endocriniens entraînent notamment une dysbiose en favorisant le développement de bactéries, notamment des entérobactéries pro-inflammatoires, et diminuent la présence de bactéries productrices de butyrate. Donc en donnant des probiotiques, des prébiotiques ou des postbiotiques, on peut rééquilibrer ou compenser cette altération du microbiote et relancer notre fonction de barrière. Donc, il y a des études qui ont été faites avec le Lactobacillus rhamnosus, le Bifidobacterium longum, qui ont permis justement d'optimiser la lutte contre et la protection contre un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Et donc, comme dit, pour optimiser notre microbiote, on pourra utiliser des prébiotiques, comme de l'inuline, des amidons résistants, on pourra utiliser des postbiotiques, comme le butyrate. Après, c'est pas la seule barrière. On a aussi la barrière respiratoire, on a la barrière cutanée, on a la barrière vaginale, etc. Donc, il va falloir s'occuper de toutes nos barrières et d'optimiser l'écosystème de toutes nos barrières pour justement renforcer notre étanchéité aux perturbateurs endocriniens. Donc ensuite, troisième point, on va optimiser la sortie. Donc, on va optimiser les fonctions d'élimination, nos capacités d'élimination des perturbateurs endocriniens. Et on va utiliser, notamment comme on a vu tout à l'heure dans nos capacités de détox, on va utiliser le foie et les différents émoctoires. Donc, comme on a vu, les perturbateurs endocriniens sont lipophiles. Donc, on va se servir, optimiser la phase 1 de détox, la phase 2 et la phase 3. Donc, il faudra s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre les phases, comme on a vu tout à l'heure, et qu'il y ait tous les nutriments nécessaires, comme le fer, les vitamines du groupe B, le glutathion, la cystéine, le sélénium, le zinc, la vitamine C, la vitamine E, etc. et les différents polyphénols pour assurer l'équilibre entre les phases, la gestion des radicaux libres produits en excès et ensuite optimiser la phase 2 pour qu'il y ait les différents cofacteurs pour pouvoir assurer les phases de conjugaison et optimiser ensuite le rein et les voies biliaires.
Donc les crucifères sont particulièrement intéressants, comme on l'a vu la dernière fois, grâce au sulforaphane, grâce à l'indole 3-carbinol, qui permettent d'éliminer notamment un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui ont une fonction un peu œstrogénique, et donc qui va permettre de favoriser leur détoxication. Le curcuma est hyper intéressant aussi parce qu'il stimule la phase 2 et qu'il est anti-inflammatoire, modulateur de l'inflammation et antioxydant. Et le chardon-marie qui, du coup, comme on a vu, antioxydant, anti-inflammatoire, optimise la détox phase 2 et en même temps évite, je dirais, l'altération du foie, le vieillissement ou l'usure accélérée du foie par sa suractivité. Faudra également travailler sur l'élimination des métaux lourds, puisque un certain nombre de pesticides sont finalement enrichis en métaux lourds. Et je vais vous parler par exemple du cadmium, qui est un perturbateur endocrinien œstrogéno, on va dire entre guillemets, mimétique, et donc qui augmente notamment les risques de cancer hormonodépendants. Donc pour l'éliminer, on va se servir de la coriandre, on va se servir de la chlorelle pour pouvoir, la coriandre, le sortir des tissus, et la chlorelle, le piéger pour pouvoir ensuite l'éliminer. Mais comme dit, faudra bien s'assurer, une fois qu'on s'est servi de ces moyens de mobilisation et de solubilisation de ces toxines, soit par la chlorelle, soit par les différentes phases de détox, que la phase 3 suive derrière, donc qu'on pisse suffisamment et que les voies biliaires soient fonctionnelles avec un microbiote optimal pour que les déchets puissent être éliminés dans les urines et dans les selles. Pour que les déchets soient bien éliminés dans les urines, c'est important d'avoir un pH urinaire plutôt alcalin. Donc faudra qu'on s'assure que notre patient a un pH optimal au niveau urinaire. Donc on pourra éventuellement le supplémenter avec des citrates de magnésium, des citrates de potassium. Et également le fait d'ajouter ces citrates va permettre également d'éliminer pas que les toxines liposolubles, mais également les toxines qui sont aussi naturellement hydrosolubles. Après, un autre élément intéressant dans l'élimination des toxines, c'est l'activité physique. On va ventiler, on va transpirer, donc autre moyen d'éliminer les toxines. Et puis, un autre moyen aussi ancestral, c'est la transpiration. Donc, on peut faire transpirer nos patients. Donc, le sauna peut être intéressant. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites que les saunas infrarouges, si on rajoutait du thé vert, on augmentait l'élimination notamment des phtalates. Donc, pour résumer, il va falloir soutenir le foie, chélater les métaux lourds, optimiser la fonction biliaire, favoriser la diurèse, suer et respirer. Et c'est en orchestrant cette synergie qu'on peut vraiment alléger la charge toxique de l'organisme. Et autre moyen aussi de lutter contre les perturbateurs endocriniens, donc on a limité les entrées, on a favorisé on a renforcé nos barrières, on a favorisé la détox, et maintenant on peut interférer avec leur action. C'est-à-dire qu'on a vu qu'ils perturbaient notamment un certain nombre de récepteurs hormonaux, donc on peut contrecarrer leur action sur les tissus en utilisant par exemple des isoflavones de soja, qui vont être des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, qui vont, et dans certaines études, peuvent réduire jusqu'à 70% l'action du bisphénol A sur les récepteurs aux œstrogènes de type alpha. On peut avoir l'extrait de grenade avec l'acide élagidique qui va inhiber l'aromatase et réduire la conversion des androgènes en œstrogènes. On peut avoir le zinc qui va optimiser la fonctionnalité des récepteurs, notamment des récepteurs ceux à doigt de zinc. Il y a aussi l'apigénie du persil qui est hyper intéressante parce que c'est un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes, ce qu'on appelle un SERM, et qui va avoir plutôt une activité anti-œstrogénique avec une faible affinité pour les récepteurs alpha et bêta et qui soutient en plus la translocation des récepteurs GLUT4 qui va améliorer la sensibilité à l'insuline. Parce que comme on a vu, un certain nombre de perturbateurs endocriniens modifient l'imprégnation œstrogénique, mais également modulent la gestion de l'insuline et ont une action sur les récepteurs de l'insuline en entraînant une insulinorésistance. Autre élément hyper intéressant, c'est que pour protéger notre thyroïde, qui est également hypersensible aux perturbateurs endocriniens, lui assurer un apport suffisant dans ces différents nutriments, notamment l'iode, en fait, ça va bloquer l'absorption des halogènes, comme le brome et le fluor,
et ça va réduire l'impact négatif de ces halogènes sur la thyroïde. En plus, l'iode, par un mécanisme de crosstalk, optimise aussi les récepteurs à la progestérone, aux oestrogènes et au cortisol. Donc du coup, hyper intéressant et hyper important d'assurer des apports optimaux en iode. Ensuite, il faut savoir que ces perturbateurs endocriniens, ils vont induire un stress oxydant. Ils vont induire une inflammation. Donc, il va falloir s'assurer d'une bonne gestion des radicaux libres et d'une bonne modulation de l'inflammation. Donc, on va pouvoir se servir de la curcumine, de la quercétine, qui sont des excellents modulateurs d'activité des kinases et qui ont des propriétés antioxydantes également et de modulation de l'immunité. Le resveratrol est aussi super intéressant parce qu'il régule la voie de NF-κB, diminue la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le TNF-alpha, mais également stimule les sirtuines. Et ces sirtuines, en fait, c'est une super famille de modulateurs épigénétiques qu'on appelle des histones désacétylases qui sont NAD dépendantes, donc dépendantes notamment de la vitamine B3, qui jouent un rôle hyper intéressant dans la modulation épigénétique et on les connaît surtout pour leur rôle et leur impact sur la longévité. Et donc le resveratrol possède également des propriétés phytoœstrogéniques, donc ça va moduler l'impact des perturbateurs endocriniens sur les récepteurs aux œstrogènes, et c'est également un régulateur du stress oxydant par son propre pouvoir antioxydant, mais c'est également un facteur qui stimule le facteur de transcription NRF2, qui va stimuler toutes nos enzymes antioxydantes. Et dernier point, on sait que ces perturbateurs endocriniens ont un impact transgénérationnel, donc c'est des modulateurs, des modificateurs de notre épigénome. Et bien en optimisant notre environnement de régulation épigénétique, donc en s'assurant d'avoir un bon niveau de vitamine B9, B12, B2, B6, une homocystéine inférieure ou égale à 7, on va pouvoir s'assurer qu'il y a une méthylation optimale au niveau des gènes, des promoteurs des gènes, mais également au niveau des queues d'histones, ce qui va pouvoir réguler l'expression des gènes et potentiellement limiter l'impact transgénérationnel des perturbateurs endocriniens, et ça a été démontré chez les petites souris. Autre petit point, c'est activer l'autophagie. C'est-à-dire, l'autophagie, c'est quoi? C'est la capacité de notre organisme à se recycler, à se rénover. Il mange le vieux pour refabriquer du neuf. Et on sait que le jeûne, justement, stimule ces processus d'autophagie qui vont permettre justement d'éliminer les cellules endommagées, les mitochondries polluées et de renouveler par des cellules plus neuves, plus fonctionnelles et moins impactées par l'environnement délétère. Donc le jeûne peut être également, et le jeûne intermittent, un moyen de lutter contre l'impact négatif de ces perturbateurs endocriniens sur notre santé. On voit que tout le monde est exposé maintenant aux perturbateurs endocriniens, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Et toi, avec tes patients, est-ce que tu as des outils, des signes cliniques et qu'est-ce qui va orienter ta pratique vers une détox plus spécifique des perturbateurs endocriniens versus une détox classique? À quel moment tu te dis ce sont les perturbateurs endocriniens qui sont incriminés dans les problématiques de ce patient? Alors en fait, quand c'est un patient ou une maladie qui ne rentre pas classiquement dans les cases et qui ne répond pas à une prise en charge classique. En fait, déjà, je vais m'appuyer sur un interrogatoire détaillé, les habitudes alimentaires, s'il utilise des plastiques, le type de cosmétiques, son environnement professionnel et surtout ses antécédents familiaux, avec la profession des parents, le lieu d'habitation dans l'enfance et les risques à ce moment-là d'exposition aux toxiques. Cet interrogatoire précis sur l'histoire familiale est hyper riche. Je demande à mes patients de me faire une frise chronologique sur les premières parties de leur vie et ce qui s'est passé également où ils ont grandi. Et je me suis rendu compte que du coup, certains patients avaient grandi près d'une usine de produits chimiques qui allait fermer. Je me suis rendu compte que la maman et le papa étaient arboriculteurs. Donc, pendant toute la grossesse, la maman a déversé des pesticides sur les pommes et les poires. Donc cet interrogatoire permet vraiment de savoir aussi l'exposition dans la période, je dirais, de fragilité et de plus grande vulnérabilité. Donc vraiment s'intéresser à nos patients, à l'interrogatoire pendant la période finalement fœtale et premières années de vie. Ensuite, du coup, ça va être des patients chez qui il y a une obésité qu'on ne comprend pas,
des problèmes hormonaux atypiques, comme une dysthyroïde, des troubles thyroïdiens, de l'endométriose, des troubles de fertilité, des maladies neurodégénératives jeunes. J'ai de plus en plus de patients qui développent des signes de maladie de Parkinson à 40 ans. Des fibromyalgies. On retrouve énormément également d'impact de perturbateurs endocriniens chez les patients fibromyalgiques. Donc tout ce qui est un peu atypique, finalement, me fait penser environnement. Et familial. J'ai des familles complètes où ils ont tous des trucs atypiques que personne ne comprend. Et bien pour moi, la première cause, c'est l'environnement et potentiellement les perturbateurs endocriniens. C'est vraiment intéressant comme échange parce que nos thérapeutes vont pouvoir insérer et intégrer ces problématiques dans leurs anamnèses. Et c'est vrai que refaire l'histoire de la famille et les premières années de vie, ça nous donne tout compte fait beaucoup d'informations. Donc vraiment sur cette problématique, je pense que c'est vraiment important. Est-ce que à partir du moment où tu as décidé de mettre en place une détox plus spécifique sur les perturbateurs endocriniens, tu vas prendre des précautions supplémentaires par rapport à une détox classique? Est-ce que ça nécessite de faire encore plus attention? En fait, quand on entame une prise en charge, il faut vraiment être sûr que vraiment tout fonctionne et que notre patient va bien suivre le protocole, qu'il a bien compris l'enjeu, puisqu'on va mobiliser des substances vraiment toxiques et qu'il faut être sûr que notre patient va boire suffisamment, va s'assurer qu'au niveau de l'hygiène de vie, il va s'adapter pour éviter justement une surtoxicité. Et il va vraiment falloir s'adapter le protocole, suivant le terrain, l'état général. Bien sûr, éviter les enfants, la prise en charge chez les enfants, les femmes enceintes ou les personnes trop fragiles. Et être très progressif, surveiller les réactions. Souvent, quand j'entame une détox importante chez un patient, ou en tous les cas chez un patient très intoxiqué, en fait, je lui demande de me rappeler au bout de 3 semaines pour me dire comment ça se passe. Et pas hésiter à me signaler les effets secondaires qui vont vraiment me guider sur la façon dont je vais, mettre en place mon protocole. Comme je dis à mes patients, il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a que des signes cliniques qui vont permettre de mieux vous comprendre et de mieux adapter ma thérapeutique. Donc, en résumé, pour limiter l'impact délétère des perturbateurs endocriniens, l'idéal, c'est on va combiner la prévention, soutenir les barrières, optimiser le microbiote, optimiser les émonctoires, moduler les hormones et travailler sur l'épigénétique. Et avec tout ça, on a des leviers hyper puissants pour protéger notre santé et surtout nos générations futures et optimiser finalement la résilience de l'espèce humaine par rapport à ces perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup Sarah de finir sur cette note aussi positive. Ça nous montre qu'il y a des choses à faire justement pour essayer de lutter et d'éviter au maximum de limiter nos expositions aux perturbateurs endocriniens. Je suis certaine que ça va donner de nouvelles clés de compréhension pour les thérapeutes qui nous ont écoutés. Merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt!